Dans cette troisième et dernière vidéo consacrée au diagramme état-transition, nous allons nous intéresser à quelques structures particulières. Dans une première partie, nous intéresserons à la notion d'état composite, puis à celle d'état orthogonal, sachant que l'état orthogonal est un cas particulier d'état composite. Dans une seconde partie, nous intéresserons au pseudo-état. Je vous rappelle que dans les vidéos précédentes, nous en avons vu deux. Effectivement, nous avons vu le pseudo-état initial, qui correspond à l'initialisation du système, et le pseudo-état final, qui va correspondre à la fin de vie de notre système. Ici, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le point de jonction, le point de décision, les points de connexion et les historiques plats et profonds. Concentrons-nous maintenant sur la notion d'état composite. Qu'est-ce qu'un état composite ? C'est tout simplement un état qui va regrouper un ensemble d'états dans le but de les hiérarchiser ou bien de structurer le diagramme ou encore de factoriser certaines transitions. Prenons un exemple. Le diagramme que nous avons sous les yeux est constitué de 4 étapes. L'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4. D'un certain nombre de transitions. Sur ces transitions apparaissent des événements. Et on s'aperçoit que l'événement D apparaît 3 fois. Il y a ici redondance. L'idée sera de remplacer ces 3 transitions par une seule en introduisant un état composite. En effet, nous allons regrouper les états 2, 3 et 4 dans un même état qu'on appellera état composite. Nous pouvons vérifier que le comportement décrit par ce diagramme est complètement identique au comportement décrit dans le diagramme précédent. Considérons que l'état 1 est activé. À l'occurrence de l'événement A, je vais activer l'état 2. En activant l'état 2, j'ai activé l'état composite. J'ai traversé la frontière, ici la transition traverse la frontière, et donc active l'état composite. Imaginons maintenant que l'événement D survienne. Donc à l'occurrence de l'événement D, je vais désactiver l'état composite. Alors attention, lorsqu'on désactive un état composite, on désactive tous les états internes. La désactivation d'un état composite implique la désactivation de tous les états internes. Donc, a fortiori, l'état 2 va être désactivé et je vais réactiver l'état 1. Autre exemple. On considère toujours que l'état 1 est actif. À l'occurrence de l'événement A, je vais activer l'état 2, désactiver l'état 1. À l'occurrence de l'événement B, je vais désactiver l'état 2, activer l'état 3. Imaginons maintenant que l'événement D survienne. À l'occurrence de l'événement D, je désactive l'état composite, donc je désactive l'état 3 pour activer l'état 1. Le comportement est bien similaire au précédent. J'ai ici remplacé les 3 transitions par une seule. Le deuxième diagramme qui apparaît en dessous a lui aussi le même comportement. La seule différence se fait au niveau de la transition que vous avez ici. Dans le premier cas, la transition traverse la frontière. Ici, elle s'arrête à la frontière. Donc, à l'occurrence de l'événement A, je vais activer l'état composite. Mais attention à préciser, au sein de cet état composite, quel est l'état qui va être activé lorsqu'on va activer l'état composite. Donc ici, ce sera l'état 2. Alors, ceci est indiqué au moyen d'un état initial. Alors il est possible de masquer les détails d'un état composite pour une meilleure lisibilité du diagramme. Pour ça, il suffit de tracer l'état composite comme un état classique, mais d'indiquer qu'on a affaire à un état composite en utilisant le symbole ici qui reprend 2 rectangles au coin arrondi reliés par une transition. Donc ce symbole-là représente un état composite. Intéressons-nous maintenant à l'état orthogonal. L'état orthogonal est un état composite
dans lequel plusieurs états sont actifs en même temps, simultanément. On parle aussi de concurrence ou bien de parallélisme. Alors l'état orthogonal est décomposé en régions. Ici, j'ai tracé 2 régions. Vous pouvez en avoir plus. Ces régions sont séparées par un trait pointillé. Dans chacune des régions est tracé un diagramme d'état qui va évoluer de manière tout à fait classique. Il faut simplement préciser quel est l'état qui sera activé au moment où on activera l'état orthogonal. Donc dans chaque zone, j'ai un état qui doit faire intervenir un état initial. Ensuite, le déroulement des différents diagrammes se fait de manière tout à fait classique. Intéressons-nous maintenant dans cette deuxième partie au pseudo-état. Premier pseudo-état que nous allons passer en revue, c'est le point de jonction. Le point de jonction va permettre la factorisation de transition. Prenons un exemple. Ici, vous avez un exemple faisant intervenir 3 états, l'état 1, l'état 2, l'état 3. Faisant intervenir 2 transitions. Sur ces transitions, nous avons un événement A suivi d'une condition B pour la transition de passage de l'état 1 à l'état 2. Et pour la transition de passage de l'état 1 à l'état 3, nous avons un événement A et une condition C. L'événement A intervient sur les 2 transitions. Nous pouvons donc factoriser la transition ou les transitions. Pour ça, nous allons mettre en place un point de jonction qui est représenté par une ellipse pleine. Nous allons relier ou mettre en place une transition entre l'état 1 et le point de jonction, une deuxième transition entre le point de jonction et l'état 2, une troisième transition entre le point de jonction et l'état 3. Sur la première transition qui relie donc l'état 1 au point de jonction, nous allons préciser l'événement. C'est le facteur commun, l'événement A. Et ensuite préciser les conditions. B pour la transition de gauche et C pour la transition de droite. Attention, à l'occurrence de l'événement A, 1 reste actif. C'est-à-dire que la transition ne sera franchie que si les conditions sont validées, sont vraies. À l'occurrence de l'événement A, l'état 1 reste actif. Considérons maintenant le point de décision. C'est un état d'attente de conditions exclusives. En fait, on va effectuer un test. Sur l'exemple que j'ai tracé ici, nous avons 3 états. L'état 1, l'état 2, l'état 3. Et nous avons placé une décision représentée par un losange. Nous avons une première transition entre l'état 1 et le point de décision, une deuxième transition entre le point de décision et l'état 2, une troisième entre le point de décision et l'état 3. Sur la première transition apparaît un événement. À l'occurrence de l'événement A, l'état 1 va être désactivé, contrairement au point de jonction que nous avons vu précédemment. Ici, il est activé, et on va activer le point de décision. Ensuite, on va tester la condition B. Si la condition B est vraie, je vais activer l'état 2. Sinon, j'active l'état 3. Donc attention ici, à l'occurrence de l'événement A, l'état 1 est désactivé. Intéressons-nous maintenant aux points de connexion. Alors les points de connexion permettent de masquer le détail d'un état composite si les transitions entrantes ou sortantes traversent la frontière de l'état composite. Donc on a vu tout à l'heure qu'un état composite pouvait être représenté en utilisant donc le symbole correspondant. Si les transitions entrantes et sortantes traversent la frontière de l'état composite, on doit indiquer les points de connexion. Donc un point de connexion d'entrée, ici, et un point de connexion de sortie, ici. Le point de connexion d'entrée est représenté par un disque, et le point de connexion de sortie par un disque dans lequel on va venir insérer une croix.
Maintenant, concernant les historiques. Deux types d'historiques, l'historique plat et l'historique profond. Ces pseudo-états se retrouvent au sein d'un état composite et vont permettre de mémoriser le dernier sous-état actif lorsque l'état composite sera quitté. L'historique plat se note H, entouré d'un cercle. En anglais, l'historique plat s'appelle Shallow History. L'historique profond se note H étoilé, entouré d'un cercle, et en anglais, il se dit Deep History. Nous allons considérer un exemple qui utilise un historique plat. L'historique plat donc est représenté sur le diagramme d'état ici. Alors l'historique plat va mémoriser le dernier sous-état actif du niveau d'imbrication dans lequel il se trouve. Donc ici, l'historique plat se trouve dans l'état 2. Or, l'état 2 possède deux états, l'état 21 et l'état 22. Donc, lorsque je vais sortir de l'état 2, ce sera le cas au niveau de cette transition. C'est-à-dire, je vais désactiver l'état 2 pour activer l'état 3. Je vais mémoriser le sous-état actif au moment de la sortie de l'état 2. Donc, soit l'état 22 était actif, auquel cas je vais le mémoriser, l'état 21 était actif, auquel cas je vais le mémoriser. Lorsque je vais rentrer à nouveau dans l'état, ce qui est le cas au niveau de cette transition, je vais récupérer le contexte que j'ai quitté. C'est-à-dire récupérer l'activité du sous-état qui était donc actif au moment de la sortie. Concernant l'historique profond, c'est un petit peu la même chose. L'historique profond va mémoriser le dernier sous-état actif dans tous les niveaux inférieurs ou égaux à son niveau d'imbrication. Donc là, par exemple, si l'état 212 était actif lorsque j'ai quitté l'état 2. En quittant l'état 2, tous les états internes sont désactivés. La présence ici de l'historique profond va me permettre de mémoriser l'activité de l'état 212. Et quand je vais rentrer à nouveau dans l'état, je vais récupérer le contexte et donc récupérer l'activité de l'état 212. Donc, l'historique profond va mémoriser le dernier état sous-actif, dernier sous-état actif, dans tous les niveaux inférieurs ou égaux à son niveau d'imbrication. Pour conclure sur les diagrammes état-transition, ces diagrammes vont permettre la description de la dynamique d'un bloc et faire la synthèse des scénarios liés au cas d'utilisation. Par exemple, nous avons vu pour le distributeur automatique de billets que nous avions pris en compte le scénario, on va dire, principal. Nous avons pris en compte aussi un certain nombre de défauts, donc la validation de la carte, le nombre de codes effectués, etc. Et donc le diagramme d'état va permettre de synthétiser tous ces scénarios, contrairement aux diagrammes de séquence qui vont prendre chaque scénario les uns après les autres. Donc l'intérêt du diagramme état-transition, est bien sûr de faire la synthèse de l'ensemble de ces scénarios.